Je m'appelle Héloïse. J'ai 35 ans. Et jusqu'à il y a un mois, j'étais l'épouse invisible d'un homme qui croyait que mon monde s'arrêtait à la décoration de notre appartement haussmannien à Paris. La dernière fois que j'ai partagé une de mes ambitions avec Théo, mon mari, il a ri. Un rire sec, bref, teinté d'une condescendance si familière qu'elle n'était plus qu'une habitude douloureuse. Ce soir-là, alors que je lui parlais de l'acquisition imminente d'une propriété dans le vignoble bordelais, le projet d'une vie, le mien, il a levé les yeux de son téléphone, a laissé tomber son rire et a simplement dit « Héloïse, tu es adorable avec tes petites lubies de campagne. Concentre-toi sur le dîner de demain. Le marché du vin, c'est pour les hommes qui comprennent la finance, pas pour les jolies femmes qui choisissent les rideaux. » Ce fut la goutte d'eau, le moment précis où ma vengeance, déjà en cours d'exécution, est passée d'une douce satisfaction à une nécessité brûlante. Et il a bien ri, Théo. Il n'a juste pas entendu, à ce moment précis, le bruit des conséquences qui frappaient déjà à sa porte, sous une forme bien plus dévastatrice que n'importe quel coursier. Si vous êtes fatigué d'être sous-estimé, d'être les figurants dans votre propre histoire, faites une chose par moi maintenant. Deum gostei neste vidéo, inscrevas no canal et active o sino de notification. Ainsi, vous garantirez que vous ne perdrez aucun détail de comment j'ai transformé le rire condescendant de mon mari dans notre plus grande opportunité, fique porperto, car abatida porta et apenas o começo. Mon histoire commence à Bordeaux, loin du faste parisien que Théo chérissait. Je suis issue d'une lignée de vignerons modestes. Ma famille ayant cultivé une petite parcelle de merlot sur un terroir oublié de Saint-Émilion depuis 3 générations. J'ai passé mon enfance à sentir la terre, à observer le ciel et à apprendre le langage secret de la vigne. Mon rêve n'a jamais été de vendre des bouteilles, mais de comprendre et d'optimiser le terroir au niveau moléculaire. J'ai fait des études d'œnologie à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, sortant major de ma promotion. Mais le jour où j'ai rencontré Théo Lecomte, héritier d'une famille de financiers parisiens spécialisés dans les fusions-acquisitions, ma passion est devenue un passe-temps aux yeux de ma belle famille et, finalement, aux yeux de Théo lui-même. Il voyait mon diplôme comme une décoration, mon expertise comme une anecdote de dîner. Lui, c'était l'excellence. 39 ans, costume sur mesure, associé principal dans une banque d'investissement de la place Vendôme. Il parlait en millions, en OPA hostile, en stratégie boursière. Moi, je parlais en cépage, en pH et en humidité du sol. À ses yeux, j'étais la beauté provinciale qu'il avait sortie de la boue pour la transformer en hôtesse parfaite de ses réceptions. Il ne me disait jamais « Tu n'es pas assez bien », mais chaque geste, chaque rire moqueur, chaque discussion écourtée sur mes projets disait clairement « Ton travail est insignifiant ». J'ai passé 10 ans à me sentir de plus en plus petite dans notre somptueux appartement, au milieu des dorures et des boiseries qui étouffaient mes ambitions comme un lierre toxique. J'avais besoin de prendre de la distance, de retrouver ce qui me rendait forte. Et pour moi, la force se trouvait dans la terre de Bordeaux. J'avais hérité de ma grand-mère, Adèle, un carnet rempli de notes méticuleuses sur la géologie, le climat et les microclimats de la région. Adèle n'était pas une vigneronne comme les autres. Elle avait une intuition presque scientifique. Dans ce carnet, elle décrivait un petit lopin de terre, une friche apparemment sans valeur près de Pomerol, qu'elle appelait le terroir endormi. Elle y avait noté des relevés de sol extraordinaires, suggérant un potentiel caché, un microclimat unique, idéal pour un cabernet franc d'exception. Personne n'avait écouté Adèle à l'époque. Elle était vue comme une vieille femme excentrique. Mais moi, avec ma formation en œnologie et ma compréhension des technologies modernes, j'ai vu la vérité dans ces observations. Je savais que, si ces données étaient justes, ce terroir endormi pourrait produire un vin capable de rivaliser avec les plus grands crus classés, et ce, à un coût d'acquisition initial dérisoire. C'est ainsi qu'est né mon projet secret, le projet Adèle. J'ai commencé à mettre de côté l'argent que Théo me donnait pour les frivolités, le surplus non dépensé des budgets de décoration et des réceptions, qu'il ne vérifiait jamais, trop occupé à jongler avec ses propres millions. J'ai pris des consultants de manière anonyme, payés en espèces, pour vérifier les analyses de sol de ma grand-mère. Les résultats étaient stupéfiants. Non seulement Adèle avait raison, mais le sol contenait une composition minérale rare qui, grâce à des techniques de viticulture de précision,
basée sur l'intelligence artificielle que j'avais moi-même étudiée, pourrait révolutionner la qualité du vin de la région. Pendant 1 an, j'ai mené cette double vie. Je suis l'épouse souriante et silencieuse à Paris, organisant des dîners parfaits, portant des robes de créateurs que Théo m'avait choisies. Et en même temps, je suis l'acheteuse stratégique, l'analyste œnologique, qui négocie discrètement l'achat du terrain à des propriétaires qui le considèrent comme un marécage sans valeur. Théo, lui, était obsédé par un autre projet, la fusion de sa banque avec un fonds d'investissement américain. Il devait prouver sa valeur, sa vision aux actionnaires, et il comptait sur une transaction rapide et spectaculaire pour asseoir sa position de futur PDG. Il passait ses soirées dans son bureau, parlant en anglais avec ses partenaires, ne prêtant aucune attention à mes allées et venues à Bordeaux, que je justifiais par des visites à ma mère malade. Un mensonge nécessaire, alimenté par l'indifférence de Théo. Il avait déjà son royaume. Il ne voyait pas que je construisais le mien, brique par brique, ou plutôt cep par cep. La tension a atteint son paroxysme le jour où j'ai dû finaliser l'achat du terroir endormi. Il me manquait une petite somme, juste assez pour couvrir les frais de notaire et la première année de travaux. J'ai décidé de briser ma règle d'anonymat et de demander de l'aide à Théo. Non pas pour l'argent, mais comme un test ultime. Je voulais savoir si, face à un projet concret, détaillé, étayé par une expertise réelle, il verrait enfin la femme que j'étais, ou s'il ne verrait que son idée préconçue de moi. C'est à ce moment-là que j'ai organisé le dîner dont je parlais. J'avais préparé un repas qui aurait pu être servi dans un restaurant étoilé, une mise en scène parfaite de mon rôle d'épouse dévouée. Quand le dessert fut servi, j'ai sorti les documents. J'ai ignoré ses premiers soupirs d'impatience et j'ai parlé, non pas en passionnée, mais en femme d'affaires. J'ai présenté les analyses de ma grand-mère, les résultats des tests de sol, les projections financières. J'ai mentionné l'avantage concurrentiel que nous aurions, la possibilité de créer un nouveau premier cru en 10 ans. Ses yeux n'ont pas bougé de son téléphone pendant les 5 premières minutes. Quand j'ai mentionné le montant manquant, une somme ridicule par rapport à ses transactions habituelles, il a enfin levé la tête. J'ai vu le changement dans son regard, la pitié remplacée par l'amusement. C'est là qu'il a ri. Ce rire, je l'ai entendu non pas avec mes oreilles, mais avec l'âme. Il a mis la main sur ma main, un geste de fausse tendresse, et a dit la phrase qui m'a libérée. « Héloïse, tu es adorable avec tes petites lubies de campagne. Concentre-toi sur le dîner, le marché du vin. C'est pour les hommes qui comprennent la finance, pas pour les jolies femmes qui choisissent les rideaux. » Il ne m'a pas seulement refusé l'argent, il m'a refusé le droit d'être une visionnaire, une professionnelle. J'ai souri, j'ai enlevé ma main, et je lui ai dit « Tu as raison, Théo. J'oublie parfois qui je suis. » J'ai remballé mes documents. Je suis allée chercher mon portefeuille et j'ai transféré l'argent manquant de mon compte d'épargne personnel, celui que j'avais accumulé centime par centime en vendant des actions que j'avais achetées avec les restes du budget décoration, en utilisant une stratégie boursière que Théo m'avait lui-même enseignée sans le savoir. La transaction du terroir endormi a été finalisée le lendemain. Mon projet n'était plus un rêve, c'était une réalité. Et la vengeance venait de trouver son meilleur millésime. Mon plan de revanche ne reposait pas sur le fait de lui prendre son argent, mais de lui enlever ce qu'il valorisait le plus. Son statut, son arrogance et la certitude de sa supériorité intellectuelle. J'ai mis les bouchées doubles sur le terroir endormi. J'ai fait venir l'équipe d'agronomes et d'ingénieurs que j'avais contactés sous pseudonyme, en promettant des parts du succès futur. Notre objectif était de produire un premier millésime de Cabernet Franc qui serait non seulement excellent, mais qui serait le résultat d'une innovation purement française. Une viticulture de précision alimentée par des capteurs de sol intelligents que j'avais aidé à développer en partenariat avec une start-up locale. Je savais que le premier vin serait bon, mais il fallait qu'il soit plus que cela. Il fallait qu'il soit une déclaration, une preuve irréfutable de ma vision. Pendant ce temps, Théo était de plus en plus tendu avec son opération de fusion. Il passait ses nuits au téléphone. Ses partenaires américains, le fonds Blackwood Capital, étaient des requins. Il était tellement focalisé sur la transaction qu'il n'a pas remarqué que j'avais pris mes distances, que mes voyages à Bordeaux étaient devenus plus fréquents et mes sourires plus authentiques, un véritable piège pour lui. Il prenait mon silence pour de la résignation, ma distance pour de la fatigue.
Il croyait avoir réussi à me remettre à ma place, celle de la femme au foyer décorative. Au cours des mois, j'ai utilisé une partie de mes fonds pour créer une entité légale discrète à Bordeaux, une structure qui protégeait ma propriété et mes investissements. J'ai même pris un pseudonyme pour les communications professionnelles, Adèle Étoile, en hommage à ma grand-mère. Pendant que Théo préparait le sommet de sa carrière, j'étais en train de créer une nouvelle étoile dans le monde de l'œnologie. Il ne pouvait imaginer qu'à chaque fois qu'il recevait ses collègues pour discuter d'une acquisition future, les bouteilles de vin qu'il choisissait avec dédain dans sa cave, qu'il considérait comme de simples outils de réseautage, m'étaient familières, que leur histoire, leur terroir, était mon véritable langage. J'étais la femme invisible qui possédait le savoir qu'il prétendait dominer. La véritable humiliation était déjà là, mais elle n'avait pas encore frappé à sa porte. Le tournant est survenu un automne, juste avant les vendanges. Notre premier millésime du terroir endormi était prêt, encore en fût, mais les premières dégustations primeurs étaient extraordinaires. J'ai décidé d'envoyer un échantillon, de manière anonyme via mon entité Adèle Étoile, au très prestigieux concours des vins de Bordeaux, le plus sélectif des concours de dégustation à l'aveugle. Simultanément, la fusion de Théo avec Blackwood Capital battait de l'aile. Il avait mis trop de pression sur ses équipes, ignoré des signaux d'alerte, et ses partenaires américains commençaient à douter de sa capacité à diriger la nouvelle entité. Le stress l'avait transformé en un homme irritable et distant, buvant plus que d'habitude, parlant sans cesse de trahison et de chiffres. Il me blâmait indirectement pour son stress, me reprochant de ne pas maintenir une maison assez calme pour son génie financier. Un soir, il a jeté son téléphone de rage. C'est à ce moment-là que j'ai vu un email ouvert sur son écran d'ordinateur, un message échangé avec son associé principal, Monsieur Dubois. Le contenu m'a glacé. Théo n'était pas l'artisan de la fusion comme il le prétendait. Il était désespérément en train de couvrir un trou béant dans les comptes de sa division, créé par un investissement personnel imprudent sur un marché étranger. La fusion n'était pas une preuve de sa puissance, mais une bouée de sauvetage déguisée. S'il ne réussissait pas, non seulement il perdrait son statut et son argent, mais il risquait la ruine et l'humiliation publique. L'ampleur de son désespoir, si profondément enfouie sous sa façade d'arrogance, m'a frappé. Mon plan de vengeance, initialement pur et simple, est devenu soudain compliqué. Devais-je le regarder s'effondrer, lui qui avait ri de moi? Ou devais-je agir, non pas pour lui, mais pour l'Héloïse que j'étais devenue, celle qui avait le pouvoir de changer le jeu? J'ai réalisé que la vraie vengeance n'était pas de le détruire, mais de lui montrer la valeur de la vision qu'il avait méprisée, et de lui prouver que mon projet, le terroir endormi, était la véritable bouée de sauvetage. Je devais passer à la phase finale, et ce serait spectaculaire. Le jour de la confrontation a coïncidé avec le gala annuel de la Chambre de commerce franco-américaine, un événement que Théo considérait comme vital pour sa fusion. Il devait y rencontrer le PDG de Blackwood Capital, M. Arthur Vance. Théo était tiré à 4 épingles. Son arrogance était de retour, comme une armure qu'il avait revêtue. Il m'a à peine adressé la parole, me présentant à ses collègues comme « ma femme qui s'occupe de la maison ». J'ai souri, mais intérieurement, je savais que le spectacle allait bientôt commencer. Au milieu des toasts et des discours ennuyeux, une annonce a été faite. Le président du concours des vins de Bordeaux a pris la parole pour annoncer un lauréat exceptionnel. Un vin mystère, le millésime Adèle, avait remporté la médaille d'or pour l'innovation et l'excellence du terroir. Un exploit pour un vin primeur, issu d'un domaine inconnu. La salle bourdonnait, mais Théo restait impassible, trop préoccupé par son propre drame. C'est là que j'ai vu un homme en uniforme de coursier se diriger vers l'estrade, portant une mallette métallique argentée. L'homme est monté sur scène et a demandé à s'adresser à M. Théo Lecomte. Mon cœur battait la chamade. Théo, irrité par l'interruption, est monté sur l'estrade, l'air méprisant. Il a dit d'une voix forte « Je n'ai pas de commande en cours ». « Quel est ce cirque ?» Le coursier a ignoré l'insulte. Il a ouvert la mallette. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Un document scellé par le concours des vins et un acte notarié. Il a tendu le document au président du concours, qui l'a lu, les yeux écarquillés. Puis il a tendu l'acte notarié directement à Théo et a dit d'une voix claire et audible « Monsieur le comte, ceci est l'acte de propriété officielle pour le terroir endormi et la preuve de votre achat du domaine voisin.
Le château Lecomte, la semaine dernière. Théo est devenu blanc. L'acte notarié prouvait ce qu'il essayait de cacher à tout le monde. Son investissement imprudent n'était pas en Asie. Il avait secrètement acheté la propriété familiale de sa mère, un château sans valeur qu'il croyait pouvoir revendre rapidement aux Américains, dans une tentative désespérée de combler son déficit. C'était la propriété que le fonds Blackwood Capital voulait acquérir pour y installer son siège européen. Le château Lecomte. Théo a saisi l'acte, le visage décomposé. Il a compris que l'argent pour cet achat secret provenait de la transaction qu'il avait désespérément cherché à conclure. Il était le propriétaire du château Lecomte, mais il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle le coursier lui donnait cet acte. La vraie bombe est venue du président du concours. Il a repris la parole, tenant la lettre du millésime Adèle. Mesdames et messieurs, la médaille d'or est décernée au domaine Terroir endormi, nouvellement acquis. Son propriétaire a inclus une clause spéciale pour cette annonce. Le propriétaire est Madame Héloïse Lecomte. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Théo s'est retourné, me regardant avec une expression mêlant la trahison, la confusion et la réalisation horrible de sa propre chute. Son plan de fusion était non seulement compromis, mais son secret financier le plus embarrassant était révélé. Le château qu'il avait acquis en secret, le seul actif qui lui restait pour combler son déficit, était adjacent au terroir endormi, mon domaine. J'ai marché calmement vers l'estrade. J'ai pris le micro. « Bonsoir, messieurs. Je suis Héloïse Lecomte. » J'ai souri à Théo, le même sourire qu'il m'avait jeté au dîner. Mon mari a ri de mes projets. Il a dit que le marché du vin était pour les hommes qui comprennent la finance. J'ai fait une pause, laissant la phrase planer. Il n'avait pas tort. Le vin est une question de finance et de vision. Mais ce soir, la vision, c'est moi qui la possède. Le terroir endormi est la véritable innovation. Et quant au château Lecomte, j'ai pointé du doigt l'acte notarié dans les mains tremblantes de Théo. Mon entité l'a acheté la semaine dernière. Les murmures dans la salle se sont intensifiés, la confusion était totale. L'homme qui avait tout venait de tout perdre devant les partenaires qu'il essayait d'impressionner. Son plan avait explosé, et il était en ruine. J'ai vu la souffrance dans les yeux de Théo, une souffrance que son arrogance ne pouvait plus masquer. Il n'y avait plus de financier, seulement un homme brisé par la peur. C'est à cet instant que j'ai compris que ma vengeance n'était plus nécessaire. Le spectacle était fini. La véritable victoire n'était pas sa destruction, mais le pouvoir que j'avais acquis. J'ai continué, ma voix pleine d'une autorité nouvelle. Théo croyait que j'étais concentré sur les rideaux. Pendant ce temps, j'ai construit un empire du vin basé sur l'innovation que nous allons présenter au monde. Quant au château Lecomte, il est désormais ma propriété via mon entité Adèle Étoile. Monsieur Vance, le PDG de Blackwood Capital, qui était assis à la table de Théo, s'est levé. Il m'a regardé avec un respect et une admiration évidents. « Madame Lecomte, l'innovation est exactement ce que nous cherchons. » La situation était inversée. Le fonds d'investissement ne voulait plus de Théo. Il voulait mon domaine, mon expertise et mon terroir endormi. J'ai vu Théo s'effondrer sur lui-même, la tête entre les mains, vaincu, seul au milieu de la foule en ébullition. Il avait perdu son argent, son statut, et surtout, il avait perdu la certitude de sa propre valeur. J'ai fait un signe au coursier pour qu'il récupère la mallette. J'ai pris l'acte et je l'ai déchiré en deux, sous les yeux de l'assistance. J'ai annoncé « Le château Lecomte revient à la famille. Il n'a jamais été un simple actif à vendre, mais un symbole. » Ce geste a sidéré tout le monde, y compris Théo. La vengeance du mal par le mal était interrompue. Je lui avais montré mon pouvoir, mais maintenant, je devais lui montrer ma grandeur. L'onde de choc de cette soirée a été sismique. Théo est rentré seul. Je l'ai rejoint le lendemain, non pas pour une discussion conjugale, mais pour un entretien d'affaires. Notre appartement avait l'air étrangement vide. Théo était assis, vaincu, sans son costume, les yeux rougis. J'ai tout perdu, Héloïse. La banque, le respect de ma famille, tout. Il a finalement admis la vérité sur son investissement raté et la tentative désespérée de sauver son image en utilisant le château de sa mère. Il avait agi par peur et non par arrogance. C'était la première fois en 10 ans que je voyais sa vulnérabilité, la première fois qu'il ne se cachait pas derrière son rire condescendant. J'ai posé le contrat du terroir endormi sur la table.
Tu n'as pas tout perdu, Théo. Tu as juste perdu l'idée de qui tu es. J'ai ensuite exposé ma proposition. Je lui ai montré la structure de mon entreprise, le plan de croissance pour les 10 prochaines années et la nécessité d'une gestion financière agressive et visionnaire. Il n'était plus le PDG, ni l'associé principal, mais il était un excellent financier. Le terroir endormi a besoin d'un directeur financier. Mais pas du Théo Lecomte arrogant. J'ai besoin du Théo Lecomte qui comprend la finance mieux que quiconque. Il m'a regardé, incrédule. C'était le poste le plus bas qu'il ait jamais occupé depuis son début de carrière. C'était un poste sous ma direction. Il a secoué la tête. Pourquoi, Héloïse? Après ce que j'ai fait, après t'avoir humiliée, pourquoi me donner une seconde chance? Je ne te donne pas une seconde chance, Théo. Je donne une chance à mon entreprise d'avoir le meilleur directeur financier de Paris. Et je te donne une chance de voir que la valeur ne se mesure pas à l'étage de ton bureau, mais au respect que tu gagnes. J'ai repris le contrat. Tu auras un salaire, pas des millions de bonus, et tu travailleras pour ma vision. Tu devras apprendre le langage du terroir. C'était une vengeance subtile et totale. Il était forcé de vivre sous mon autorité, de respecter mon expertise, et de voir son ancienne arrogance s'effriter à chaque décision prise par moi. Mais c'était aussi une porte de sortie, une planche de salut pour sa dignité. Le lendemain, il a signé. Nous avons vendu l'appartement parisien, un symbole de son ancienne vie, et nous avons déménagé à Bordeaux, dans le petit domaine à côté du château Lecomte. Théo est devenu un vigneron au costume impeccable, un financier les pieds dans la boue. Il a dû apprendre l'humilité en parlant aux ouvriers agricoles, en comprenant le temps long de la vigne, l'opposé de la spéculation boursière rapide. Le rire condescendant a disparu de son visage, remplacé par une concentration anxieuse, puis par le respect. Il a vu que mon projet n'était pas une lubie, mais une prouesse d'ingénierie et de science, et que l'excellence que j'avais apportée au vin était la même que celle qu'il avait toujours recherchée dans ses transactions, mais sans l'humanité. Le vrai changement s'est produit 1 an plus tard, le jour des secondes vendanges. Théo s'est tenu près de moi, observant les grappes, le visage sale mais satisfait. Il ne parlait plus en termes de retour sur investissement, mais de maturité phénolique. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, il ne m'a pas regardée comme une épouse, mais comme son partenaire. Tu avais raison, Héloïse. C'est le meilleur terroir de la région. Et notre vin sera le meilleur. J'ai souri. C'était une forme de pardon, un aveu de respect si profond que le besoin de vengeance s'est éteint en moi. La vieille Héloïse humiliée était morte. La nouvelle Héloïse, chef d'entreprise, était née. J'avais donné à Théo l'occasion de reconstruire sa vie, et en le faisant, j'avais aussi sauvé la possibilité d'une nouvelle vie pour nous. Notre relation était maintenant construite sur des bases solides, le respect mutuel et l'admiration. Il avait ri de mes projets, mais la personne qui frappait à la porte n'était pas un ennemi, c'était l'avenir. Un avenir que j'avais créé. L'effet domino de ma décision a été fascinant. Les parents de Théo, les Lecomte, qui m'avaient toujours traité comme une roturière, sont venus à Bordeaux. Ils s'attendaient à trouver Théo en ruine. Au lieu de cela, ils ont trouvé leur fils, directeur financier d'un domaine vinicole primé, travaillant sous les ordres de sa femme. La surprise était totale. Ma belle-mère, d'abord hautaine, a dû s'incliner devant ma réussite. Mon beau-père, un homme d'affaires endurci, a été impressionné par les chiffres de croissance que Théo lui a présentés. Des chiffres qui battaient de loin ceux de son ancienne banque. Ils ont vu que Théo était plus heureux, plus calme, plus authentique. Il avait échangé l'argent facile contre le travail difficile, et il en était fier. Mon acte de déchirer l'acte de propriété du château Lecomte devant l'Assemblée a été perçu par la famille comme une preuve de ma noblesse de cœur, une démonstration que je cherchais à sauver leur fils, et non à l'humilier. Pour moi, c'était le dernier acte de mon plan. J'avais pris ce que je voulais, la reconnaissance de ma valeur. Leur respect et l'amélioration de leur fils étaient un heureux effet secondaire. Nous avons transformé le château Lecomte en un centre de recherche œnologique et une maison d'hôtes de luxe, gérée par Théo. C'était un lieu qui célébrait l'héritage familial, tout en regardant vers l'avenir. Une cohabitation pacifique entre la tradition et l'innovation. J'ai trouvé la paix non pas dans le luxe, mais dans la terre. Je conduis un vieux 4x4, je porte des bottes et des vêtements simples, et je suis respectée non pas pour mon nom de famille ou la richesse de mon mari, mais pour mon travail, mon expertise,
Ma vision, c'était la véritable victoire. Théo et moi partageons désormais des matins dans les vignes, parlant du temps qu'il fera et des décisions d'entreprise, un échange d'idées où il n'y a plus de rire moqueur, seulement de la considération. Il me demande conseil sur la gestion du domaine, et je lui demande son avis sur les investissements de croissance. Nous sommes 2 professionnels, 2 partenaires. La vengeance que j'avais planifiée a muté en une forme de guérison, non pas pour l'amour romantique, mais pour un respect fondamental qui nous a permis d'être une équipe, chacun reconnaissant la force de l'autre. Théo est devenu le meilleur ambassadeur de mon vin. Il raconte l'histoire du terroir endormi, de la vision méprisée qui est devenue la sienne. Il n'essaie plus de cacher son passé. Il l'embrasse comme la leçon qui l'a fait grandir. 10 ans plus tard, le millésime Adèle est devenu un premier cru reconnu dans le monde entier. Nous avons des listes d'attente pour nos bouteilles, et notre technologie est brevetée et vendue à d'autres domaines. Théo est toujours mon directeur financier, mais il est maintenant mon fier associé, le garant de la pérennité de notre empire. Il ne me demande plus quel rideau choisir. Il me demande quelle parcelle nous allons acquérir ensuite. L'argent est devenu un outil, comme il se doit, pour construire quelque chose de beau et de durable, pas un moyen d'imposer une supériorité. Nous vivons dans la petite maison de maître du terroir endormi, et le château Lecomte est devenu le lieu où nous célébrons nos succès, un lieu que Théo a restauré avec amour et humilité. Mon mari a ri de mes projets. Il croyait rire de ma faiblesse. Il a en fait ri du moment où j'ai trouvé ma force. Le knock à la porte n'était pas l'arrivée de la ruine, mais l'arrivée de la vérité. Une vérité que seule une femme sous-estimée pouvait orchestrer. Théo a appris qu'un rire peut cacher une peur, et que l'ambition d'une femme n'est jamais une chose à prendre à la légère. Ma vengeance a été de lui donner une meilleure vie, une vie qu'il a dû gagner par son propre mérite, sans l'ombre de son ancienne arrogance. C'est ainsi que la vengeance s'est transformée en un changement de vie, non pas par un happy end banal, mais par un respect mutuel difficilement acquis et un empire construit sur les ruines d'une humiliation passée. Et c'est la seule fin qui pouvait vraiment nous rendre libres. J'ai gagné non pas en détruisant Théo, mais en me construisant moi-même et en lui offrant, de manière créative, la possibilité de faire de même. Maintenant que vous connaissez le prix du rire d'ailé et